En 2015, les attentats meurtriers déclenchent la chasse aux terroristes. Entre Paris, Saint-Denis, Bruxelles et Verviers, la traque est intense. Bonsoir, nous sommes à Verviers dans la fameuse rue de la Colline, un endroit qui a fait la une des médias du monde entier suite à l'opération antiterroriste la plus importante et la plus violente de toute l'histoire de la Belgique. C'était il y a un an, le 15 janvier 2015. 350 hommes des unités spéciales de la police sont mobilisés partout sur le territoire. 250 agents sont prêts à intervenir ici même, à Verviers. Quand l'assaut est donné, 213 coups de feu sont échangés. Au total, quasiment simultanément, 12 perquisitions sont menées en Belgique. Résultat, 13 terroristes présumés interpellés et 2 qui sont tués ici même, au 32 rue de la Colline. Alors, un an plus tard, quel est le bilan que l'on peut dresser de la situation? A-t-on toujours des raisons légitimes d'avoir peur? Le pire reste-t-il à venir? Vous allez voir ce soir que des langues se délient. On regarde ensemble le sommaire de cette émission spéciale. Les conséquences sont dramatiques, chez les jeunes notamment. On est mal vu pour du travail, pour partout, quoi. On se sent plus chez nous. Les mesures sont-elles assez sévères face à la radicalisation? Vous êtes toujours en Belgique? Non, oui. Alsjeblieft, non. Cet imam a reçu un avis d'expulsion il y a 6 mois pour ses positions radicales et pourtant, il est toujours là. Un an après l'assaut antiterroriste de Verviers, sur les 13 arrestations, 4 terroristes présumés sont toujours en prison. L'enquête est-elle terminée? Si la chasse aux terroristes s'intensifie, les unités spéciales sont déterminées. Moi, j'étais avec le groupe qui était présent sur place. On a peur d'avoir des blessés, on a peur d'avoir des morts, mais c'est notre boulot et on le fait le mieux possible. Nous sommes maintenant au cœur même de cette maison assiégée du 32 rue de la Colline. Vous le voyez, les impacts de balles sont très nombreux et toujours bien visibles. La violence de cet assaut du 15 janvier 2015 est encore perceptible un an plus tard. Les travaux de rénovation sont en passe de s'achever. L'appartement assiégé a d'ailleurs déjà été reloué. Pour la toute première fois, le propriétaire de cet immeuble accepte de se livrer devant les caméras. Vous l'entendrez dans quelques instants. Mais tout de suite, retrouvons Marc Elsen. Il était bourgmestre de Verviers à l'époque. Marc Elsen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Souvenez-vous, il y a un an, au moment où 250 policiers d'élite s'apprêtent à assiéger cet appartement, est-ce que vous êtes dans la confidence? Non, je ne suis pas dans la confidence. J'ai quelques minutes avant l'assaut eu un contact téléphonique du directeur coordonnateur de la police fédérale me disant qu'il y allait y avoir une opération d'envergure sans savoir exactement à quel endroit d'ailleurs. Vous êtes bourgmestre, chef de la police et vous ne savez rien? Non, du reste, on peut imaginer aussi dans le cadre d'une opération à caractère judiciaire, un certain embargo soit de mise. En définitive, ce qui importe, c'est que l'opération a été menée avec succès. C'est un moment difficile de votre carrière? Oui, c'est un moment difficile, intense, important. On n'a pas trop le temps de penser à ce moment-là. Il faut agir, il faut être sur le terrain, il faut rassurer et assurer que nous avons le contrôle de la situation à travers nos services de police. Beaucoup disent ça devait arriver dans une commune comme Verviers. Alors là, la question est de savoir qui sont ces personnes. On dit que la population musulmane, la forte densité de population musulmane encourage le fait de se cacher, de se dissimuler plus facilement, que le recrutement de djihadistes potentiels est facile à Verviers. D'abord, les djihadistes en l'occurrence n'étaient pas verviétois. Ils venaient d'autre part que de Verviers, donc ce n'est pas Verviers qui a en quelque sorte créé un petit peu les personnages, si je puis dire. À côté de cela, il est vrai qu'il y a une population musulmane importante à Verviers, mais il faut surtout faire attention aux amalgames. Marc Elsen, vous avez un emploi du temps très chargé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Si l'assaut du 15 janvier 2015 nous a tous secoués, il a surtout lancé la chasse aux terroristes partout en Belgique. Un an plus tard, il est temps de comprendre les événements et de répondre à cette question que vous vous posez tous. Que s'est-il réellement passé ici, au 32 rue de la Colline? Pour le savoir, Dominique Demoulin est allé sur le terrain. On était confrontés à des personnes qui étaient déterminées, des personnes qui n'ont pas peur de mourir, des personnes parfois même qui souhaitent mourir en martyr. On a crié « police, police », mais ça tirait tout de suite.
seule chose qu'on sait, c'est que mon frère a été tué. C'est tout ce que je sais de cette affaire. Et peut-être qu'à Verviers, on a empêché déjà un premier pari. C'est ici que tout se passe, dans cette rue habituellement tranquille. Philippe, le propriétaire de l'immeuble, accepte pour la première fois de parler. En novembre 2014, il loue ce rez-de-chaussée à un certain Mohamed Archat, un belgo-pakistanais de Molenbeek. Début janvier, la police contacte Philippe confidentiellement. On m'a expliqué que ce monsieur revenait de Syrie, qu'il était peut-être entre guillemets dangereux, certainement. Depuis un mois, la police écoute les téléphones de Mohamed Archat et de ses amis. Ils doivent prendre livraison de Renault et de Volkswagen, des noms de code pour identifier deux hommes qui reviennent de Syrie, l'un via la France, l'autre via l'Allemagne. Ces deux individus s'installent début janvier dans la plante de Verviers. Effectivement, on avait une très bonne position d'information et donc on avait un certain contrôle sur les personnes qui se trouvaient dans cette cache et qui étaient impliquées dans ces projets. D'autres membres du réseau sont identifiés, dont le tristement célèbre Abdelhamid Tabaout. Il est en Grèce, il projette de revenir en Belgique, il échouera. Le 7 janvier, les attentats de Charlie Hebdo donnent un coup d'accélérateur à l'enquête. Là aussi, ça a fait monter la tension évidemment, parce qu'on ne savait pas trop si c'était lié ou pas. Si les attentats à Paris allaient déclencher ou allaient faire en sorte que les personnes que nous surveillons allaient rentrer en action. Donc déjà une semaine avant l'intervention même, on avait des informations concernant l'adresse. Donc on a commencé à préparer plusieurs scénarios. Et tous les jours, on recevait d'autres informations qui nous ont obligés d'affiner les scénarios ou même de les adapter ou inventer d'autres scénarios. À partir du 12 janvier, des micros sont dissimulés dans l'appartement. Chaque matin, les hommes se réveillent à 5h moins quart et arment leur kalachnikov en prévision d'une perquisition. Il faut agir, même si la cible reste imprécise. Ils avaient tout le matériel. Il y avait des personnes dans la cache. Ils étaient prêts, il y avait des contacts qui étaient faits. Donc on a estimé effectivement que les faits étaient imminents. L'assaut est fixé au 15 janvier, en fin d'après-midi. Eh bien, donc j'arrive avec 3 personnes sur le coup, donc une demi-heure un peu avant l'intervention. Donc nous sommes entrés par ici avec les 3 personnes. Oui, tout à fait. Qui sont en civil? Qui sont en civil, on va dire. Oui. L'excuse entre guillemets était de donc nous venions réparer la salle de bain, simplement réparer un boiler. On est calme, on a bien préparé un bon plan d'action et on respecte le plan d'action et on travaille de manière très professionnelle. On a été donc confinés dans la salle de bain. On nous a demandé de nous coucher à terre, de mettre nos mains sur les oreilles, sur la tête et attendre que l'intervention se termine. Dès le début des sommations, on a subi un feu nourri de l'intérieur de l'habitation, aussi bien par la façade avant que par la façade arrière. Ici, ça a vraiment détonné. Hein, donc, des policiers étaient postés là sur l'arrière et sur les toitures, évidemment. Ça mitraillait de partout, là. Ça mitraillait de partout. Mais ce sont des secondes qui passent très lentement. On a peur d'avoir des blessés, on a peur d'avoir des morts, mais c'est notre boulot et on le fait le mieux possible. À Bruxelles, une quarantaine de personnes suivent l'intervention sur la radio de la police ou sur leur téléphone. On entendait à la radio des échanges de coups de feu, des rafales de tirs. Et à ce moment-là, d'un moment à l'autre, il y a un silence total dans la salle. Tout le monde nous regarde, on nous regardait, et tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe là? On voyait l'inquiétude, on sentait un certain stress à ce moment-là, de qu'est-ce qui se passe là? Et on se dit, est-ce qu'il y aura des blessés? Est-ce qu'il y aura des gens tués?
Et c'est vraiment bizarre. C'était le moment le plus stressant de ma vie, je peux dire, parce qu'à ce moment, tu sais, ça peut devenir un succès ou ça peut devenir un désastre. Il n'avait pas l'intention de se rendre, il voulait mourir en se battant contre nous. L'intervention dure 6 minutes. 213 tirs sont échangés. 34 viennent des terroristes. 2 d'entre eux sont morts. Le 3e est arrêté. Je pense qu'il y en a un qui s'est retranché ici. Il s'est caché avec le petit muret ici, je pense. Et donc, ils ont dû faire face au feu qui venait de la porte, enfin de la fenêtre extérieure et de l'arrière en même temps. Le 2e était certainement posté tout près de la fenêtre aussi et a été tué là. Le 3e auteur, 3e suspect est sorti par l'arrière et malgré le fait qu'il ne s'était pas rendu, on a réussi à l'intercepter et il s'en est tiré sans aucune égratignure. Nous sommes tous fiers et contents, mais aussi qu'on n'a pas eu de blessés, ni chez les gens qui habitent dans la rue, ni chez les collègues, chez nous, parce que pour le même prix, on aurait eu des morts ou des personnes gravement blessées. À Verviers, il y a un an, en fait, il y a eu une opération de police réussie contre une cellule terroriste qui n'avait aucun ancrage verviétois, qui était effectivement une cellule importée, qui avait trouvé une planque à Verviers, tout simplement. Retour aux sources, ici, à Molenbeek, jusqu'à son incarcération en 2012. C'est ici, dans ce magasin, que travaille Abdelhamid Abaout. Dans le quartier, tout le monde le connaît comme un bon vivant. Il sera l'un des premiers à partir en Syrie. Et c'est dans le quartier aussi qu'il va inspirer d'autres jeunes qui vont le rejoindre en 2013 et 2014. Parmi eux, Khalid Benlarbi et Sofiane Amghar, les 2 hommes tués à Verviers. L'un a 22 ans, l'autre 25, lorsqu'il quitte le domicile familial de Molenbeek en avril 2014. Pour la famille de Sofiane Amghar, c'est le choc. Moi, j'ai douté. Il avait vu la tête d'Abaout à la télé. Et moi, il ne me l'a pas dit à moi, mais il l'a montré à ma soeur et à ma maman. Il était copain avec Abaout? Mais apparemment, c'est lui qui l'a croisé, ça a été lui le facteur déclencheur. Quand ils partent, ils ne vous disent jamais qu'ils partent. Hein. Vous aviez remarqué qu'il avait changé de comportement? Pas tellement, mais ça s'est fait en 2 mois. C'est comme si on avait changé on l'a changé en 2 mois. Même moi, je ne sais même pas vous l'expliquer. En Syrie, en 2014, la cellule prend forme autour d'Abdelhamid Abaout et des 2 candidats kamikazes. En Belgique, il contacte d'autres connaissances, essentiellement à Molenbeek. 13 membres du réseau seront interpellés dans les heures qui suivent l'assaut de Verviers. 8 personnes seront placées sous mandat d'arrêt, dont Marouane El Bali, un agent de sécurité survivant de l'intervention policière verviétoise. C'est vrai qu'à un moment, l'un des 2 protagonistes de la cellule de Verviers va le contacter téléphoniquement et M. El Bali le connaît parce que c'est un ami d'enfance du quartier. Et M. El Bali, on lui demande effectivement d'amener des armes, d'amener de faux papiers et ce genre de choses. Et il a la bêtise simplement, pour ne pas avoir l'air d'un dégonflé, de dire oui. Et cela, il l'admet et il le reconnaît. Mais le 15 janvier, à Verviers, Marouane El Bali apporte une paire de baskets au lieu de l'arme promise. Ce sont les écoutes qui le démontrent et qui, pour sa défense, prouvent que l'attentat n'était pas imminent. Aucun attentat programmé au niveau des éléments du dossier. Je crois qu'il est quand même temps de le dire parce que ça fait 1 an que ces gens sont en prison, que M. El Bali est en prison en particulier alors qu'il a un casier absolument vierge et que ce monsieur attend d'être innocenté. On l'accuse d'avoir participé aux activités d'un groupement terroriste, et ce qui le rend passible d'une peine de 5 années de prison. Mais il n'en demeure pas moins que lors des débats, une question sera centrale, et c'est la suivante, c'est qu'a-t-il concrètement fait pour apporter une aide à ces gens? Et là, en fait, la réponse, c'est rien. Y avait-il une menace grave et précise? L'opération de police était-elle disproportionnée? Pourquoi ce silence des autorités depuis 1 an?
La famille de Sofiane Amghar attend des réponses à ces questions. C'est dans ce but qu'elle a déposé une plainte contre X. Nous, on ne sait rien du tout. Ils sont venus, ils ont perquisitionné, ils ont dit qu'on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Cette bonne nouvelle qu'ils allaient nous annoncer. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il avait été abattu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit qu'apparemment, d'abord, ils ne voulaient pas les tuer. Je vous répète la phrase textuellement dit, qu'ils ne voulaient pas les tuer, mais comme eux, ils ont riposté, c'est pour ça qu'ils ont tiré. Et le contraire, pourtant, moi, c'est pas ce que j'ai entendu des gens qui étaient présents sur les lieux et des journalistes aussi. Et j'ai eu aussi des échos comme quoi il n'y avait pas eu de sommation. Et je veux comprendre ce qui s'est passé parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais téléphoné, on ne nous a jamais convoqués, on ne nous a jamais dit vraiment ce qui s'était passé. Donc, vous comprenez évidemment qu'une famille qui vient d'apprendre la mort d'un proche et qui n'a pas plus d'informations, si ce n'est ce qui a été relayé de par les conférences de presse du parquet fédéral et de par ce que les médias ont finalement eu comme information via différentes communications, mais n'est pas suffisant pour une famille pour pouvoir comprendre ce qui s'est concrètement passé et pour pouvoir également faire son deuil. Cette enquête sur l'intervention policière se poursuit. Parallèlement, le procès des membres présumés de la cellule se dessine, éclairé désormais par les tragiques attentats du 13 novembre dernier. À Paris et à Verviers, Abdelhamid Tabaout est au centre des deux réseaux. En démantelant la cellule verviétoise, les polices espéraient l'arrêter. Localisé trop tard, il leur échappe. Il trouvera la mort à Saint-Denis, 11 mois plus tard. À ses côtés, des candidats kamikazes entraînés en Syrie, des logisticiens à la périphérie et des planques. Auvelay, Charleroi, Scarbeck, Paris et en prémisse, Verviers. C'était une cellule dans le réseau de Daesh qui était prêt à aller en action. Et donc ça c'est quelque chose, heureusement, exceptionnel. Dans la planque verviétoise, il y avait 4 kalachnikovs, 4 armes de poing, des munitions, des uniformes de police et de quoi fabriquer 5 kilos d'explosifs. Restait à mélanger les ingrédients. Un an après, 4 personnes sont toujours en prison. 4 autres, remises en liberté, devront aussi répondre de leur participation. Le 15 janvier, à Verviers, l'État islamique a été tenu en échec, provisoirement. Et selon nos dernières informations, le procès de ce dossier Verviers devrait se tenir en septembre prochain. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle actualité pour notre société? Peut-on parler aujourd'hui d'un traumatisme vécu par la population? Dans la seconde partie de cette émission spéciale, vous découvrirez un reportage exclusif et des témoignages bouleversants. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission spéciale. Si la chasse aux terroristes est plus que jamais d'actualité en Belgique, si la sécurité a été renforcée sur l'ensemble du territoire, ici, à Verviers, on sait de sources sûres que 32 terroristes présumés sont toujours sous surveillance et 10 d'entre eux sont réputés très dangereux. Nous sommes ici dans le quartier Haudimont. C'est dans cette partie de la ville que la population musulmane est la plus importante. En Belgique, on compte 624 000 musulmans, soit 6% de la population. À Verviers, il faut multiplier ce pourcentage par 5. Alors comment vit-on ici ces événements depuis un an? Comment vivre ensemble lorsque toute une communauté est montrée du doigt? Reportage en immersion de Vincent Jamoul. Dans un coin reculé, au bord de la Vesdre, quelques jeunes musulmans, ils ont une vingtaine d'années, nous ont donné rendez-vous. Ils veulent que leur visage soit caché. Avant Charlie Hebdo, avant la rue de la Colline, avant Paris, ils n'auraient sans doute pas demandé l'anonymat. À ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait pu parler calmement, montrer le visage, et voilà, parler. Donc il y a des choses qui ont changé alors? Il y a des choses qui ont changé, malheureusement, depuis tout ce qui s'est passé. Voilà, il y a des gens qui sont braqués, qui sont refermés sur eux-mêmes. L'étranger lui fait peur, tout ce qui est étranger lui fait peur. Et voilà, quoi, l'islam maintenant est attaqué de partout. Un jour, voilà, on a une étiquette, parce qu'islam, terroriste, automatiquement, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il nous reste beaucoup dans notre coin avec les amis, parce que quand on va dans un autre côté, les gens nous voient comme des truands, des tueurs ou quoi. On va au forum, ils vont croire qu'on arrive pour les agresser ou quoi. On est mal vu pour du travail, pour partout, quoi. On se sent plus chez nous. Cette image négative est-elle partagée par la population non musulmane de Verviers? Le raid des forces spéciales rue de la Colline a-t-il laissé des traces?
Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ça aurait peut-être dû être fait avant. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un peu plus la police et les militaires qui tournent pour un petit peu assurer la sécurité. C'est pas plus mal. Il fallait peut-être que ça se fasse et que ça se passe pour que les gens se sentent en sécurité. Maintenant, tout le monde n'a pas le même point de vue. Avant, je partais tranquille, j'avais peur de rien, mais maintenant, avec tout ce qui se passe, une femme seule, c'est difficile. Non, pas pour moi, non. Parce que je ne panique pas, hein. Moi, j'ai pas envie de paniquer, vous voyez. Donc, ce qui doit arriver, arrive. Il y a des gens qui ont peur de sortir, hein. Oui, mais on ne doit pas faire une, comment on dit ça, hein, parce que... Paranoïa ou... Voilà, oui. Moi, je suis chrétienne. Voilà. Avec les musulmans, ça se passe bien? Bon, ils sont dans leur coin, nous aussi dans notre coin. Il n'y a personne qui provoque l'autre. Hein. Chacun a son quartier. Ouais. Dans leur quartier, c'est vers fond là-bas. Bon, c'est pas les quartiers que je fréquente. Le Grand Verviers, c'est 56 000 habitants. 20% d'entre eux sont musulmans, principalement concentrés d'un côté de la ville. Dans ces quartiers, le pourcentage de musulmans dépasse les 80%. On y dénombre une dizaine de mosquées. Certaines ont été pointées du doigt ces dernières années. C'est le cas de la mosquée Koba, rue des Fabriques. Des imams étiquetés radicaux sont venus y prêcher. Qu'en est-il aujourd'hui? En réponse à cette question, arrive l'idée d'une expérience. Serait-il possible pour un non-musulman d'assister à l'improviste à une des 5 prières quotidiennes? On va vérifier. Ici, pas question de caméra cachée, de micro caché dans la veste. Le but est simplement d'aller voir comment ça se passe dans ce lieu, en principe ouvert au public. Je te donne le micro. Un non-musulman qui s'invite sans prévenir à une prière, ici personne n'a jamais vu ça. La caméra restée à l'extérieur sera finalement invitée à rentrer dans la salle après la prière. Mon arrivée suscite quelques tensions, mais personne ne m'arrête. Il y a peu de fidèles, ils sont assez âgés, ils ont quelques difficultés pour se prosterner sur le sol. Je reçois quelques regards bienveillants. Un responsable arrive sur place. Pour lui, les choses ont changé. Écoutez, non, là, nous sommes vraiment très sérieux. On laisse personne prêcher et dire ce qu'il a envie de dire. Ça, c'est certain. Ces personnages-là ne viendront plus. Non. Ils viennent ici, ils commencent à pousser les gens, ou bien pousser au radicalisme, ou bien... Non, ça, c'est pas question. Nous sommes très stricts dans ce domaine-là. Ça, faites-moi confiance. À Verviers, pas de minaret, pas de décoration. Les lieux de culte musulmans sont très discrets. Qui pourrait imaginer qu'une mosquée se cache derrière ses volets en plastique? Celle-ci traîne une réputation encore plus délicate que la précédente. D'après les jeunes musulmans de Verviers, tous ceux qui sont partis en Syrie sont passés ici par la mosquée somalienne. La prière, c'est dans 5 minutes. On va aller voir comment ça se passe. Ici, j'ai le sentiment de prendre des risques, de faire quelque chose d'interdit. La caméra ne rentrera pas. Une trentaine de personnes participent à la prière. Je croise de nombreux regards noirs. Un jeune du quartier rencontré la veille intervient et joue les intermédiaires. Voilà, j'ai pu assister à la prière, mais ça a été un peu tendu. Au départ, 2 responsables de la mosquée ne voulaient pas que j'assiste à la prière. Mon statut de journaliste y est sans doute pour quelque chose. En discutant, ça a fini par se calmer. J'ai même reçu un cadeau, un flacon de parfum. La mauvaise réputation de cette mosquée, un homme y a fortement contribué avec ses prêches incitant à la haine. D'après les autorités de la ville, d'après les responsables des mosquées, les lieux de culte ont été entre guillemets nettoyés. Et pourtant cet homme, interdit de séjour aux Pays-Bas pour ses positions radicales, vit et se déplace librement. Vous êtes toujours en Belgique? Non, oui. Non. Vous devez partir en principe. Un ordre de quitter le territoire belge lui a été envoyé en juillet de l'année dernière. Avec l'aide d'un avocat, il a introduit un recours qui suspend son expulsion. Le dossier est au point mort depuis plus de 6 mois. Face à ce genre de personnage, mieux connaître sa religion, ses principes fondamentaux, c'est une arme redoutable. Tous les samedis soirs à la mosquée As-Sahaba, la plus grande de Verviers, dès la prière du soir terminée, des jeunes envahissent les lieux. Avec un imam, ils participent à un cercle de discussion. Aujourd'hui, c'est un verset du Coran qui alimente les réflexions. Tout fils d'Adam commet des erreurs, et le meilleur d'entre eux est celui qui se corrige. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte? Oui? Dans un premier temps, que personne n'est parfait. Et on peut voir à travers ça que c'est un verset smahné. C'est dans un verset.
Et on voit à travers ça que le problème, c'est pas de commettre des péchés. Tout le monde commet des péchés. Le problème, c'est de persister dans le péché. Pour moi, le défi d'aujourd'hui, c'est le défi du vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est le défi du XXIe siècle. Plus on va pointer du doigt les musulmans en les mettant tous dans le même sac, et plus les recruteurs vont trouver des arguments pour « Ah, vous avez vu ? Vous remontez encore du doigt. Malgré tout ça, c'est encore vous. » Et c'est pour ça que ça fait que augmenter cette petite rage qu'ils avaient à la base. Il faut que chaque Belge, d'autres traditions que celle musulmane, aille voir le Belge de musulman, se rassurer auprès de lui poser des questions pour... voilà, c'est comme ça qu'on va battre Daesh, je pense et j'espère. Vivre ensemble, Christine, elle connaît. Italienne d'origine, elle vend des glaces, des cafés à quelques mètres de la mosquée principale. Elle affiche même dans son commerce les heures des prières. Quand je peux leur faire plaisir, je leur fais plaisir. C'est le ramadan, je vais leur chercher quelques gâteaux de chez eux, ou bien je leur offre des dates. Je participe comme je peux participer pour leur faire plaisir. Et me le rendre bien de toute façon. Personnellement, on ne se sent pas moins en sécurité depuis un an ou pas. On est des habitués du quartier, il y a plus de 50 ans qu'on est ici. On connaît que le quartier est chaud par moments, à certains endroits plus que d'autres, mais quand on est habitué, nous autres, on nous fout la paix, quoi, voilà. Comment est-ce que tu te sens? Moins bien ou différent? Moi, personnellement, je me sens ni mieux ni moins bien, donc... voilà, nous autres, on le fait comme ça, nous autres. Ceci dit, ça a quand même eu un impact, comme je dirais, sur le commerce ici à Verviers, puisque les gens n'osent plus sortir. Les clients de plus en plus rares, la gérante de ce magasin de vêtements haut de gamme le confirme. Et ce n'est pas l'année écoulée qui a arrangé les choses. Quand on va à Liège, quand on va dans d'autres villes, il y a partout des populations de personnes qui sont venues dans nos pays pour essayer de trouver une autre vie. Et ces personnes-là, on ne les voit pas plus qu'une autre. Mais à Verviers, c'est le problème, c'est qu'on ne voit plus malheureusement qu'eux. Et on ne voit plus des clients qui ont des pouvoirs d'achat. Dans les cafés, c'était comme dans le reste du pays, une baisse de fréquentation après chaque événement. Les gens rentraient plus tôt, au lieu de venir manger vers 21h, ils venaient vers 19h. Et on avait les premières semaines une petite baisse, mais après les gens ils ont oublié, ça a repris. Situation plus compliquée pour cette commerçante d'origine turque. Elle se demande comment éviter la faillite de son magasin, tant la baisse des ventes est importante. Très grosse différence, plus de 50%, je peux dire moi. 50% moins. Bien sûr, parce que je suis voilée, musulmane, donc du coup les clientes ne rentrent pas. Quand j'ai commencé le commerce, en étant voilée, j'ai eu très difficile à attirer ma clientèle, mais une fois qu'on m'a connue, ça allait beaucoup mieux. Mais avec les attentats et tout ce qui s'est passé, je le ressens, oui. Beaucoup même. On sait bien que c'est une ville qui est multiple, elle est multiple par son histoire, par ses cultures, par ses... Cohabiter ensemble, aider leur ville à redresser la tête, c'est le souhait de ces jeunes verviétois. C'est leur toute première réunion. Ils sont de cultures, de religions différentes et ils comptent se revoir à intervalles réguliers pour faire jaillir les idées et pour les rendre concrètes. Donc finalement, ce projet, s'il peut réussir, si un jour on peut se dire ouais, on n'a pas réussi ce projet, c'est finalement qu'on a tous amené quelque chose. Ce n'est pas qu'une seule personne ou deux, c'est vraiment l'ensemble de personnes vraiment mélangées avec les différentes cultures et valeurs et personnalités différentes. Depuis quelques années, une troupe de scouts musulmans se met en place petit à petit. Du sport ou des moments de discussion à la mosquée le dimanche après-midi, un camp en été. Côté garçons, il y a 45 jeunes inscrits,
et une vingtaine sur liste d'attente. Il y a des années d'ici, il devait se faire ce travail de scoutisme. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas mis sur roulette. Mais je pense qu'il y a du positif. Ça commence à se mettre sur place. Ça fait déjà 4 ans. Et voilà, on va arriver à un certain objectif avec ces jeunes. Les sortir de la rue, tout simplement. Allez-y! Le sport, comme alternative à la rue, c'est parfois compliqué à mettre en place. Les endroits disponibles ne sont pas nombreux. Ce terrain à 15 minutes à pied du centre-ville appartient à une école et son utilisation en dehors des horaires scolaires ne plaît pas aux voisins. Justement, j'aimerais bien vous parler, mais en dehors de la caméra, etc. On se fait traiter de raciste, je ne sais pas du tout quoi. Ce qui me dérangerait, c'est que dans l'avenir, c'est que tous les petits jeunes prennent l'habitude de venir au jeu de football ici. Je me rends bien compte qu'ils manquent de la place pour les jeunes. Dans ma maison, je l'ai payé, tout le monde l'a payé, on a envie d'être tranquille. Quand vous avez un petit concurrent, vous en avez du matin au soir. Vous avez des bien gentils, mais vous avez beaucoup qui ne sont pas bien gentils. Tout ce qui a été dégradé ici, ce sont quelques années. Autre activité d'insertion très prisée, l'école de devoirs. Dans les locaux de cette ASBL, présente sur le terrain depuis 40 ans, 200 enfants des quartiers défavorisés viennent tous les jours après l'école. Ici aussi, il n'y a pas de place pour tout le monde et la liste d'attente est longue. L'actualité de l'année écoulée, c'est à la fois un poids. Il y a des terroristes cachés, ils ne les trouvent plus, alors ça fait quand même peur. Et une opportunité. Il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de structures qui se sont dit à un moment donné, il faut qu'on prenne à bras le corps ce problème-là, parce que des problèmes comme la radicalisation, ça vient bien de quelque part. Il y a aussi des causes. Après, à la base, on n'y est pas directement confronté, mais si à un moment donné des jeunes se radicalisent, c'est des structures comme la nôtre et d'autres qui à un moment donné doivent aussi prendre à bras le corps ce type de situation. Entre ceux qui se mobilisent, ceux qui ont peur, ceux qui veulent convaincre, entre ceux qui vivent de leur côté, ceux qui vivent ensemble, Verviers est complexe et sûrement très éloigné de l'image qui lui colle à la peau depuis 1 an. Merci aux Verviétois pour leur accueil. Merci aux personnes qui ont accepté de témoigner dans cette émission, de nous avoir fait confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette spéciale RTL Info. Bonsoir.